Quand j'ai commencé la reconstitution historique il y a environ 15 ans, c'était d'abord pour m'essayer au médiéval. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué sur cette période, c'est l'importance avec laquelle il fallait surtout pas dévoiler ses cheveux. Et c'est logique, puisque je faisais du XIIIe siècle et que les sources de cette époque nous montrent très fréquemment des femmes portant des coiffes. Mais le phénomène est tellement omniprésent dans la période que je me souviens, durant une manifestation, avoir entendu l'une des membres de mon association être particulièrement outrée de voir des reconstitutrices gallo-romaines avec les cheveux lâchés. Ce qui m'avait un petit peu choquée à l'époque, parce que pour moi, on n'a pas jugé gratuitement le travail d'une troupe, encore moins quand celle-ci travaille sur une période autre que la nôtre. Quand j'ai quitté le monde médiéval pour me consacrer à l'antique, j'ai pris conscience que les cheveux lâchés sur cette période, c'était vraiment tout un débat. Et du débat, dans notre milieu, c'est normal qu'il y en ait. On travaille sur des périodes très lointaines et c'est rarement possible d'affirmer avec certitude quelque chose. Parfois, on doit faire appel à l'interprétation. Et les interprétations peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est ce qui fait la richesse de notre discipline et parfois même avancer une problématique. Du moment que les arguments sont avancés avec des sources et qu'ils sont cohérents, chacun peut avoir ses idées, il n'y a aucun problème. Là où le bas blesse, c'est quand, par exemple, une reconstitutrice poste une photo d'elle avec ses cheveux lâchés et qu'elle se fait lyncher sur les réseaux par des individus qui n'ont aucun argument à avancer pour appuyer leurs critiques. La majorité du temps, on va leur reprocher leur coiffure en prétextant que cette dernière était réservée aux prostituées et que les femmes convenables de cette époque avaient systématiquement les cheveux attachés. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'association de reconstitution historique Via Romana et aujourd'hui, je vous propose de parler coupe de cheveux. Une bonne fois pour toutes, voyons si on pouvait croiser, oui ou non, une femme aux cheveux lâchés en Gaule romaine au 1er siècle après Jésus-Christ ailleurs que dans un lupanar. Qu'est-ce que l'on peut voir sur les sources romaines ? L'immense majorité des représentations féminines portent le chignon, que ce soit sur les bustes, les pièces de monnaie, les reliefs ou encore les fresques. Ce style de coiffure ne date d'ailleurs pas d'hier, puisqu'on le retrouve bien avant l'époque impériale romaine, en Grèce par exemple. Que ce soit sous la forme d'un chignon ou autre, les cheveux des Romaines sont presque toujours attachés. Et je dis bien presque, car il existe bel et bien des représentations de Romaines aux cheveux lâchés. Néanmoins, il est vrai que ces derniers sont majoritairement coiffés. Je m'explique. Sur cette fresque pompéienne, on peut voir deux femmes. L'une est peut-être une danseuse, quand l'autre, possiblement une esclave domestique. La première a les cheveux libres dans le dos, mais des tresses collées sur le crâne. La deuxième semble avoir des mèches sur ses tempes qui sont attachées derrière la tête. Sur cette autre fresque d'Herculanum, on peut voir une femme, certainement une ornatrix, en train d'ajuster la coiffure de sa maîtresse. Il est possible que le travail ne soit pas encore achevé, néanmoins et à ce stade, il existe une certaine ressemblance avec les deux premiers exemples. Terminons sur cette peinture murale de Pompéi. Elle représente une femme en train de peindre et une nouvelle fois, ses cheveux sont lâchés dans son dos, mais maintenus par un ruban. On peut parfaitement discuter des particularités de ces femmes qui pourraient expliquer leur coiffure. Mais le fait est que nous ne connaissons ni leur âge, ni leurs conditions. Esclaves domestiques, danseuses, matrones, artistes, dans notre cas et pour le moment, peu importe. Tout ce que l'on peut conclure, c'est qu'il est possible pour une femme à Rome au 1er siècle de lâcher ses cheveux, quitte à les coiffer et ou à les accessoiriser. Notons au passage qu'à première vue, aucune de ces femmes citées en exemple n'est une prostituée. Mais ça, on y reviendra plus tard. Il est difficile d'aborder le début de la période gallo-romaine sans nous pencher sur les traditions celtiques, car ces dernières n'ont pas complètement disparu après la conquête, et les gallo-romains, bien que romanisés, conservent dans leurs us et coutumes une certaine influence de leurs origines. Néanmoins, cette partie risque d'être assez rapide, car les représentations de femmes en Gaule avant la conquête romaine sont rares. On connaît tout de même quelques ex-voto et statues un peu tardives sur lesquelles les femmes portent un voile. C'est donc difficile de savoir si la coiffure est attachée ou lâchée en dessous. En revanche, il existe une petite merveille surnommée la Grande Danseuse. Il s'agit d'une statuette de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, représentant une femme nue semblant danser. Et cette dernière, vous le voyez venir, a les cheveux lâchés. D'ailleurs, il existe deux autres petites statuettes semblables.
Cependant, ces dernières ne représenteraient pas des femmes humaines, mais probablement plus l'évocation d'un rituel et d'un mouvement qui y serait associé. Dommage. Je vous parlais des nombreux chignons qu'il est possible de voir sur la tête des Romaines. Ce dernier est tout aussi tendance chez les Gallo-Romaines, ce qui n'est pas très étonnant. Aujourd'hui, si on veut suivre la mode, on va s'inspirer du style de Rihanna ou de celui de Gaël Garcia Diaz. Les Romaines, elles, ce sont les élites qui sont leurs principales influenceuses et tout particulièrement l'impératrice. Les Gallo-Romaines ne sont pas en reste là-dessus puisqu'il ne faut que quelques mois aux effigies, entre 2 et 3 selon les chercheurs, pour se diffuser à travers l'Empire sous la forme de pièces de monnaie ou de bustes par exemple. Malgré cela, on note quand même des différences sur les territoires, car alors que les Romaines du milieu du 1er siècle sont friandes des boucles plus ou moins sophistiquées, les sources gallo-romaines nous montrent davantage de cheveux séparés en rubans, tirés vers l'arrière et des chignons sur la nuque. Des coiffures élégantes, mais d'une grande simplicité qui ne sont pas sans rappeler celles du monde hellénistique. Une particularité se détache d'ailleurs des représentations de cette époque. Là où en Italie, il est rare de tomber sur des images de femmes ayant les cheveux lâchés, en Gaule, la chose est beaucoup plus fréquente. La chevelure, chez les Gallo-Romaines au 1er siècle, semble plus libre. Les cheveux sont raides ou ondulés, tenus derrière les oreilles. On trouve même des sortes de dégradés flirtant dangereusement avec le mulet. Les autres territoires de culture celtique ne sont pas en reste, comme on peut le voir sur cette stèle, et cette tête de statue conservée au musée archéologique de Cirencester. Et si ce dernier représente peut-être un voile, laissez-moi terminer en vous présentant mon petit coup de cœur. Cette fois, aucun doute, on a bien un personnage féminin aux cheveux tombant sur les épaules et coiffé d'adorables petits chouchous ou de perles sur les mèches qui encadrent le visage. Au vu de ces différents exemples, ce n'est pas déconnant d'imaginer la gallo-romaine du 1er siècle portant ses cheveux lâchés. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que la majorité des représentations nous montrent des coiffures attachées ? On peut envisager plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il est plus pratique d'agir lorsqu'on a les cheveux attachés. Et c'est davantage valable pour les femmes de condition modeste ou les esclaves qui sont contraintes de travailler. De plus, tresser et attacher ses cheveux, encore aujourd'hui, on constate que cela permet de les laver moins souvent. On a beau avoir des aqueducs et des thermes à l'époque romaine, ce n'est pas impossible que se shampouiner la tête il y a 2000 ans soit un poil plus contraignant qu'aujourd'hui. Autre possibilité, le monde antique baigne dans le paraître. C'est à celui ou à celle qui aura les habits les plus coûteux, la domus la plus spacieuse ou le plus grand nombre d'esclaves. Certains en ont pour tout et n'importe quoi. Plaute, dans sa pièce de théâtre Trinumus, évoque au IIIe siècle des gardiens de bijoux, des teneuses d'éventails, des porteuses de coffrets et même des donneuses de sandales. Arborer une coiffure sophistiquée, c'est peut-être aussi une façon de montrer qu'on a les moyens d'avoir du personnel qualifié. Et dans ce cas, il n'y a aucune plus-value à se montrer avec les cheveux simplement peignés et lâchés sur ses épaules. Comme l'élite influence le reste de la population, c'est peut-être en voulant ressembler aux riches matrones que les femmes de l'Empire ont le plus souvent choisi d'attacher leurs cheveux en gage d'appartenance à une classe supérieure, d'intégration sociale ou encore en signe de romanisation. Apulée fait d'ailleurs le parallèle entre les parures de bijoux et la coiffure. Telle est l'importance de la coiffure qu'une femme eût-elle mise en œuvre l'or, les pierreries, les riches tissus, toutes les séductions de la toilette, si elle n'a pris un soin égal de ses cheveux, elle ne paraîtra point pareille. La mode et les tendances, ça ne date pas de notre siècle, et si lâcher ses cheveux est possible, les gallo-romaines les attachent peut-être pour suivre l'exemple des élites. À moins qu'il ne s'agisse d'un style choisi par les artistes qui les ont représentés, même si cette dernière théorie paraît moins plausible, étant donné la diversité des supports retrouvés un peu partout dans l'Empire et sur une large période. Il existe diverses représentations de scènes érotiques mettant en scène des femmes, dont la majorité d'entre elles est certainement prostituée. Et à titre personnel, toutes celles que j'ai pu observer représentent non seulement des coiffures attachées, mais qui en plus ne sont en rien différentes des autres femmes représentées un peu partout à travers l'Empire. Mais alors, d'où vient cette idée générale selon laquelle les femmes du monde antique aux cheveux lâchés seraient forcément des prostituées ? Cela fait plusieurs années que je travaille sur la coiffure et le cheveu dans l'Antiquité, et que ce soit dans les travaux des chercheurs
ou dans les musées que j'ai pu visiter, je n'ai jamais croisé aucune source affirmant une telle chose. On a bien des informations sur des couleurs apparemment extravagantes qu'aurait arboré des loupae, comme quoi elles pouvaient se teindre les cheveux en bleu, en jaune ou encore en rouge, et il existe aussi quelques mentions concernant une certaine blondeur recherchée, mais qui n'est pas forcément propre à la prostitution. En fait, les seules traces que j'ai pu trouver, c'est sur internet à travers des blogs où les dires ne sont jamais sourcés et les bibliographies inexistantes. On adore. J'ai cru tenir une piste à un moment en croisant plusieurs fois des interprétations de textes bibliques. Les auteurs de ces pages internet relatent que Paul aurait demandé aux femmes de couvrir leurs cheveux afin qu'elles ne soient pas prises pour des prostituées qui, d'après ceux qui ont rédigé ces articles, par le passé, gardaient la tête nue et les cheveux lâchés. Mais une nouvelle fois, aucune source historique n'est citée pour appuyer ce propos. Puis, j'ai fini par trouver un mémoire intitulé « Pécheresse, putaine, ribaude et folle femme, la représentation des prostituées dans l'art médiéval occidental ». Dans ce dernier, l'auteur Jasmine Morris explique que parmi les 238 figures étudiées, 85 ont la tête découverte, les cheveux tressés, ornés ou lâchés. Je la cite. Dans l'iconographie des prostituées, la chevelure occupe donc une place primordiale puisqu'elle est rendue visible plus qu'elle n'est dissimulée. Si au Moyen-Âge, la chevelure féminine doit être cachée, c'est qu'elle apparaît comme une concentration de la féminité. Elle est enjeu de séduction, surtout lorsqu'elle se pare, qu'elle se tresse ou qu'elle se fleurit. Elle incarne par excellence l'image de la sensualité, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est tant blâmée. Chez les femmes, à l'époque antique, la chevelure a possiblement déjà une symbolique sensuelle. Les représentations de Vénus, entre autres déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine, arborent toujours une coiffure soignée par les artistes, mais en rien différente des représentations d'autres figures féminines. C'est donc à l'époque médiévale que la chevelure semble prendre un sens bien plus poussé et lié à la condition ou à la réputation de la femme. Ici, on n'a pas parlé de la période de deuil durant laquelle les femmes romaines auraient porté des cheveux décoiffés, ni de tout autre contexte particulier, car le sujet de notre réflexion porte bien sur la vie quotidienne en écartant tout phénomène singulier. Je ne saurais faire une meilleure conclusion qu'en laissant la parole à un contemporain, j'ai nommé Ovide. Dans son ouvrage L'art d'aimer, Ovide explique aux femmes, parfaitement convenables, l'art de séduire à travers divers conseils dans différents domaines, dont le soin à apporter à leur coiffure. Un visage allongé demande des cheveux séparés sur le front, et sans aucun ornement. Telle était la coiffure de Laodamie. Les relever en un petit chignon au-dessus du front, de manière à dégager les oreilles, voilà ce que veut une figure ronde. Telle jeune femme laissera flotter ses cheveux sur ses épaules, semblable à toi, Phébus harmonieux, lorsque ta main saisit la lyre. Une autre les noue par derrière, comme le fait habituellement Diane, lorsque la tunique courte est relevée, elle poursuit le gibier effrayé. Des cheveux bouffants et libres conviennent à l'une, l'autre les resserrera en dents et en boucles. Il faut à celle-là l'ornement d'un peigne de silène. Celle-ci veut des ondulations semblables aux flots de la mer. Mais on ne dénombrera pas plus les glands d'un chêne touffu, les abeilles de l'Ibla, le gibier des Alpes, que moi je ne puis fixer le nombre des genres de coiffures. Chaque jour ajoute un arrangement nouveau. Une coiffure négligée s'y est également à plus d'une, que l'on croirait souvent coiffée de la veille, et qui vient de se recoiffer. L'art ne fait qu'imiter le hasard. Comme aujourd'hui, les Romaines et les Gallo-Romaines se coiffent donc de manière très variée, avec une préférence chez les élites qui génère les tendances pour les cheveux attachés. Une mode qui semble suivie à travers l'Empire dans l'objectif de répondre à un besoin d'appartenance, à une classe sociale ou de romanisation. Pour ce qui est du mythe de la prostituée aux cheveux lâchés, il semblerait qu'il s'agisse d'une confusion faite avec le Moyen-Âge et qu'au début du 1er siècle après Jésus-Christ, rien n'empêchait une femme de sortir en public les cheveux lâchés sur ses épaules. Si vous avez un avis différent et des sources à nous partager, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires. Sans quoi, vous pouvez liker, partager cette vidéo et si l'histoire gallo-romaine vous intéresse, abonnez-vous ou mieux encore, venez nous rencontrer lors d'une manifestation près de chez vous.
Les dates de nos sorties sont disponibles sur notre site internet et notre page Instagram. En attendant, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez!